Bonjour à tous. Merci beaucoup, d'être connectés aujourd'hui. Je vois que vous êtes beaucoup. Merci de dire bonjour également, dans le chat. Alors moi, je m'appelle Julie, je suis ravie de réouvrir cette saison de webinaire avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau webinaire à propos des congés maladie. J'imagine que vous le savez si vous êtes, inscrits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le coût moyen annuel de l'absentéisme au travail en France est évalué à 25 milliards d'euros, ce qui est énorme. Par salarié, ça représente environ 3 500 € annuels ou environ 7% de la masse salariale. Donc c'est un manque à gagner énorme. On va parler de ça notamment aujourd'hui. Et en parallèle de tout ça, on a My RH Line qui a publié en 2023 une étude qui prouve que le taux d'absentéisme a progressé de 1,6 points en l'espace de 5 ans. Mais aussi, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, on a aussi des collaborateurs qui sont absents plus longtemps, une semaine, voire plus. Donc, c'est des résultats qui sont assez préoccupants. Mais en tout cas, on verra aujourd'hui, la gestion des congés maladie, ça peut être complexe. Ça crée de la tension entre les collaborateurs, les managers, les gérants, un petit peu tout le monde. Et notre but ici, un petit peu, c'est de vous donner les clés pour rester dans la légalité, évidemment, et rester plus serein avec des situations comme ça. Gérer les rapports un petit peu avec vos managers, vos salariés en arrêt maladie. Et puis voilà, l'hiver arrive. On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Il y a plein de maladies qui peuvent se déclencher dans cette période de l'année. Et aujourd'hui, je suis hyper contente, je suis très heureuse d'être accompagnée par Marine Dubois. Je te laisse te présenter, Marine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis avocate en droit du travail. J'ai cofondé une solution qui s'appelle Ah, il y a un petit problème de micro, Marine. Tu m'entends pas? Là, je t'entends. Bon. Canoun, tu disais, pardon. Donc je disais Canoun qui est dans l'environnement Legal Place et qui est une solution qui accompagne les entreprises TPE, PME dans tous leurs besoins juridiques RH. Alors c'est quoi juridique RH? Dans toute décision RH, il y a forcément une clé, un prisme juridique qui n'est pas forcément complexe, contrairement à ce qu'on peut penser, mais qui est essentiel pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Voilà. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que le juridique soit le moins pénible pour les entreprises, mais qu'il soit pris en compte parce que c'est la seule manière de bien structurer et puis permettre le développement sain d'une entreprise. Voilà. Super, merci beaucoup, Marine. Et on a également aujourd'hui Charlotte Letellier. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, Charlotte? Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Human Resources Business Partner chez Combo, donc l'équivalent d'un chargé RH pour beaucoup de monde. Et mon travail au quotidien, c'est de gérer tout le côté administratif, légal et l'accompagnement notamment des managers dans leur quotidien. Donc, les accompagner sur toute la partie gestion des ressources humaines dans leur quotidien au travail, tout simplement. Très bien. Et donc, avec Charlotte, on a l'honneur et le privilège de faire partie de l'entreprise Combo. Et Combo également qui s'adresse aux TPE, PME, donc les bars, restaurants, hôtels, points de vente. Et on a un logiciel RH qui s'occupe des plannings compliqués, des indicateurs RH, des éléments variables de paye. Voilà, donc un petit peu tous les sujets pour faire gagner du temps aux gérants, aux employés, aux équipes, pour travailler avec un petit peu plus de sérénité au quotidien. On va se lancer dans ce webinaire. Merci encore d'être connectés. Vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire. On les prendra soit au fur et à mesure, soit à la fin. Et donc voilà, on est parti. Je vais commencer avec toi, Marine. Est-ce que tu pourrais remettre les bases pour tout le monde et nous expliquer un petit peu la différence entre le régime maladie pro et non pro? Oui, alors c'est vrai que c'est important parce que ça va changer un peu tout sur la suite en fait, de ce qu'on va dire. Alors ça reste un salarié qui ne travaille pas pour l'entreprise du fait de son état de santé. Donc ça, c'est le point commun entre maladie pro et non pro. Une fois que j'ai dit ça, tout le reste est différent. Voilà. C'est essentiel de les différencier. Et comment est-ce qu'on les différencie? Tout simplement, ce qui va être la clé, c'est la source de l'événement qui a créé la lésion physique ou mentale. Donc globalement, quand on est dans un accident du travail, on a un événement qui est survenu sous l'autorité de l'employeur. Alors souvent, c'est le lieu et le temps de travail. Ce sont des notions importantes. Et puis parfois, attention, la jurisprudence va un peu plus loin et tire le sujet parce qu'elle considère qu'il peut y avoir accident du travail quand l'accident est rattaché à son activité professionnelle, ce qui est un petit peu plus large. C'est d'autant plus complexe aujourd'hui dans les situations de télétravail. Parce que là, on est
à domicile et on peut quand même avoir des cas de reconnaissance d'accident du travail et avec des limites qui sont hyper fines. Je vous donne un exemple d'une chute dans l'escalier à domicile. On a le cas d'un salarié qui chute dans l'escalier pour aller prendre sa pause déjeuner le midi. Une cour d'appel a reconnu que c'était un accident du travail. Le même cas d'un salarié en télétravail qui chute dans l'escalier après sa journée de travail, 1 minute après avoir fermé son ordinateur, et ce n'est pas un accident de travail. Voilà. Tout ça, c'est essentiel de pouvoir en tenir compte. Pourquoi? Je vous le disais, parce que les règles vont être différentes. Aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur l'arrêt maladie non professionnel, parce qu'on pourrait faire un webinaire à part entière sur l'accident du travail et la maladie professionnelle. Mais les règles sont hyper différentes en termes d'indemnisation, en termes de déclaration de l'employeur. Qu'est-ce que doit faire l'employeur quand il sait que le salarié est en accident du travail? Et puis aussi au niveau de la possibilité de rompre le contrat du salarié. On est beaucoup plus limité quand on est en accident du travail ou en maladie professionnelle. Et quand tu parles de temps du travail, est-ce qu'on parle également, là tu parlais de pause déjeuner par exemple, mais je ne sais pas, je suis serveuse dans un restaurant, je me fais une pause cigarette à un moment, il m'arrive quelque chose sur le trottoir, je ne sais pas, quelqu'un me renverse, est-ce que c'est une pause qui était vite fait, 5 minutes, qui n'était pas forcément prévue dans le temps de travail? Est-ce que c'est compté comme un accident du travail? Oui, tout va dépendre. Est-ce que le salarié est encore sous l'autorité de l'employeur ou pas? Est-ce que c'est dans D'accord. une pause légale où on peut considérer qu'il n'était pas dans la sphère d'autorité de l'employeur ou est-ce qu'il y était? Voilà. Donc, on est sur des cas non, très, très fins où ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça peut clairement l'être. Ok, très bien. Et toi, alors Charlotte, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des conseils, je ne sais pas, des astuces, entre guillemets, pour essayer de diminuer les arrêts maladie, être dans la prévention pour éviter au maximum ces arrêts maladie? Ouais, alors encore une fois, et je rejoins complètement Marine sur ce sujet-là, tout dépend de si on parle d'arrêt maladie pro ou non. Après, globalement, pour les deux, faire attention à l'environnement de travail, c'est quelque chose de très important, que ce soit sur des choses très opérationnelles ou non, de bien aménager forcément le lieu de travail du salarié et surtout de faire attention à ce qu'il n'arrive rien sur le lieu du travail, mais aussi d'un point de vue très psychologique, un salarié qui se sent mal au travail aura plus facilement tendance aussi à se mettre en arrêt maladie qu'un salarié qui se sent bien au travail. Après, moi, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est que les présents d'aujourd'hui sont les absents de demain. Donc, non seulement il faut s'occuper forcément des personnes qui ne sont pas là, mais aussi prévenir via justement cet environnement de travail tous les risques qu'il peut y avoir sur les personnes qui sont là aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Et alors, pour toi, Marine, à partir du moment où voilà, il y a eu un accident du travail, où il y a une maladie liée à l'environnement professionnel, à partir du moment où le gérant, le manager, le RH, enfin peut-être pas le RH, mais la personne en charge reçoit l'arrêt, comment on le traite? C'est quoi un petit peu les étapes classiques d'un arrêt maladie? Alors déjà, effectivement, dans le meilleur des cas, le salarié a prévenu. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il arrive qu'on constate que le salarié ne soit pas là, mais qu'on n'arrive pas vraiment à savoir la motivation. Donc déjà, peut-être la première des recommandations en tant qu'employeur, c'est d'obtenir l'information du salarié si l'information ne vient pas naturellement à l'employeur, sachant qu'il y a une obligation légale du salarié qui est de prévenir son employeur dans les 48 heures. Mais 48 heures, ça peut être super long, en fait, parce que pendant 48 heures, il va bien falloir que le travail se fasse et trouver des solutions alternatives si le salarié n'est pas là. Donc, vraiment, pas hésiter à prendre son téléphone, envoyer un mail si on constate que le salarié n'est pas arrivé, pour pouvoir tout de suite avoir l'information. En plus de cette information, qui est donc une information orale ou écrite, mais qui consiste à dire je suis malade, il va falloir que le salarié justifie de sa maladie. Et ça, la justification passe par un certificat médical. Voilà. Donc, ce certificat médical, il est complété par le médecin traitant. Ça indique, alors il y a une grande différence, vous verrez, dans les certificats médicaux qui permet de savoir aussi si on est dans l'environnement accident du travail ou pas, c'est que ce ne sont pas les mêmes certificats médicaux. Donc ça, c'est vraiment important de regarder. Dans les deux cas, le certificat médical va indiquer la durée de l'arrêt, c'est-à-dire la date de départ, la date de fin de l'arrêt, les modalités de sortie. Voilà. Donc ça va être des éléments hyper pertinents. Le salarié
doit envoyer ce certificat médical à l'entreprise dans toujours ce délai de 48 heures, et puis doit également envoyer à la CPM le certificat médical pour pouvoir enclencher le mécanisme de versement des indemnités de sécurité sociale. Jusque-là, on a l'impression que c'est beaucoup le salarié, mais ensuite, l'employeur doit être extrêmement réactif parce que quand il reçoit le certificat médical, il doit lui-même établir une attestation de salaire. Donc, il a 5 jours pour le faire, cette attestation de salaire, auprès de la CPM. Alors, c'est intégré dans la DSN, la déclaration sociale nominative, voilà. Et ça va permettre de calculer le montant des IGSS. Donc, en fait, l'idée étant d'intégrer le montant qui a été versé à titre de salaire aux salariés au titre des derniers mois pour justement pouvoir calculer le montant des IGSS. C'est obligatoire dans tous les cas. Même si l'employeur n'a pas à maintenir la rémunération du salarié, même s'il estime que le salarié n'a pas droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, ce n'est pas à lui de trancher. L'employeur doit faire cette fameuse déclaration d'attestation de salaire. Alors, dans ces cas-là, c'est simple. Je voudrais juste revenir sur un point, parce que ça arrive régulièrement auprès de nos clients, c'est le cas du salarié qui ne justifie pas de son absence. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'on a une question dans le chat, effectivement, d'Amélie, qui disait comment se passe-t-il si le salarié ne fournit pas d'arrêt de travail sous 48 heures et qu'il ne répond pas aux sollicitations pour connaître les motifs de l'absence? Et je le sais, ça arrive. Voilà. Et ça arrive dans certains secteurs même de plus en plus. Voilà. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'un salarié qui ne travaille pas, il n'est pas payé. Donc, les jours non travaillés et non justifiés par la maladie ne sont pas payés. La deuxième chose, c'est que après avoir tenté de contacter à l'oral, à l'écrit par un petit mail, il va falloir passer à la phase mise en demeure. Voilà. Donc, une mise en demeure, c'est rien de plus qu'un écrit, mais un écrit avec des mentions relativement strictes et qu'on envoie pour avoir une preuve de son envoi et du fait que le salarié ait été en mesure de justifier. Et puis ensuite, s'il ne répond toujours pas, là, on rentre dans ce qu'on appelle un abandon de poste. Voilà. Et l'abandon de poste, ça peut se traiter de deux manières. Ou alors, on envisage un licenciement pour faute. Et dans ces cas-là, c'est une aide de congrès entretien préalable, un entretien préalable que le salarié décide de venir ou pas à cet entretien. Et puis, une aide de licenciement pour faute grave. Voilà. Ça peut prendre environ 10-15 jours. Et quand même, sachez qu'il y a un autre mécanisme légal qui existe depuis l'année dernière, qui s'appelle la procédure de présomption de démission, et qui consiste à considérer le salarié comme démissionnaire en lui envoyant un courrier qui le notifie, s'il ne donne pas de réponse à la mise en demeure qu'on lui a envoyée. Attention, procédure avec des délais super stricts, voilà, et qui prend quelques semaines quand même pour se faire. Voilà. Donc, on ne reste pas inactif par rapport à un salarié, évidemment, qui ne donne pas de nouvelles. Bien sûr. Et alors, ça faisait partie un peu de la question d'Amélie et tu en as parlé. Est-ce que l'employeur a le droit de savoir le motif de l'absence? Mettons que je sois en burn-out et que je n'ai pas envie forcément que mon employeur le sache. Est-ce que sur ce certificat dont tu parlais, on a le motif d'absence? C'est du secret professionnel du domaine médical. Donc non, pas le motif d'absence. D'accord. Le salarié peut parfois le dire, mais il n'a absolument aucune obligation de le faire. OK, très bien. Et justement, alors Charlotte, à partir du moment où le salarié est en arrêt, là on parlait plutôt avec Marine de la partie où le salarié ne se présente pas, est a priori en arrêt maladie, mais ne donne pas de nouvelles pour savoir, n'a pas de certificat, et cetera. Toi, à partir du moment où le salarié est en arrêt et déclaré, Charlotte, est-ce qu'on a le droit de le contacter? Est-ce qu'on a le droit, comme on disait avec Marine, donc là j'imagine que la réponse est non, mais de lui demander pourquoi tu es absent, quand est-ce que tu reviens, et cetera? Alors non, bien sûr, on n'a pas le droit de lui demander les raisons de son absence, surtout si c'est pour des raisons médicales. Après, rien n'empêche, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, de prendre soin aussi des gens qui ne sont pas là quand les choses sont faites dans les règles de l'art, bien entendu. Mais rien n'empêche l'employeur d'envoyer un petit message aux salariés, histoire de juste prendre des nouvelles, encore une fois dans l'hypothèse où tout se passe bien, mais d'avoir un vrai
de montrer aux salariés, en tout cas, qu'on est là pour lui, que c'est important pour nous de prendre soin de ses salariés. Moi, ça m'est arrivé très régulièrement, juste un petit message en disant Hello, j'espère que tu vas bien, n'hésite pas si tu as besoin, et de rester quand même disponible si besoin. Encore une fois, on ne rentre pas dans les détails de pourquoi tu n'es pas là, mais prendre des petites nouvelles et montrer un peu de bienveillance, ça ne fait jamais de mal. Et au-delà de ça, justement, est-ce que tu as des faux pas un petit peu à éviter lorsqu'on a un salarié qui n'est plus là, qui est absent, au-delà effectivement de demander le motif, est-ce que tu as je sais pas, des exemples en tête de managers qui auraient été peut-être un peu trop insistants, je ne sais pas. Le problème des managers, c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas justement ce cadre légal en tête. Donc, c'est ça qui est un peu tendancieux, parce que la plupart du temps, beaucoup veulent bien faire en plus. Mais c'est vrai qu'il y a une ligne qui a pas à franchir. Et justement, poser des questions un peu trop précises sur les raisons de la maladie, d'essayer ne serait-ce qu'essayer de comprendre. Moi, j'ai déjà fait face à des managers qui venaient de me voir en me disant je suis sûre que c'est pas vrai, je lui ai posé telle question et je le crois pas du tout. Il y a quelque chose de très subjectif qui est mis en place aussi, et c'est là où il faut faire attention, et justement à pas dépasser cette ligne rouge sur le contact qu'on peut avoir avec le salarié qui est absent, quoi. Ouais, bien sûr. Marine, on a également une autre question dans le chat, mais je crois que tu l'as dit. Quel délai pour considérer qu'il s'agit d'un abandon de poste à partir du moment où le salarié ne répond pas aux sollicitations de l'employeur? Alors, il n'y a pas de délai strict. C'est une D'accord. question de circonstance. Le délai que je donnais, c'est un délai de 48 heures pour permettre le versement des indemnités de sécurité sociale et le complément de l'employeur. On dit qu'il faut que ça aille justifié dans les 48 heures. Après, c'est une question de contexte. Un salarié, après 4-5 jours d'absence, j'envoie la première mise en demeure. Voilà. Et souvent, dans un licenciement pour faute grave, je vais même envoyer une deuxième mise en demeure. Voilà. Et au bout de 10-15 jours, si j'ai toujours pas de réponse, je vais enclencher la procédure de licenciement. Voilà. Et ça, c'est des délais qui fonctionnent. Ok, très bien. Et Marine, justement, côté salaire, quelles sont les règles? Tu disais à partir du moment où l'employé n'a pas justifié d'un arrêt pour cause médicale, en tout cas, il n'est pas payé. Mais à partir du moment où l'arrêt est décrété, entre guillemets, quelles sont les règles côté salaire? Oui, alors les règles sur le maintien de salaire, alors, il y a plusieurs couches qui viennent se superposer. La première couche, c'est que le salarié va percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, donc qui ne sont pas à la charge de l'employeur, mais qui sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qu'on appelle la CPAM. Là, c'est environ 50% de son salaire journalier qui va être versé, voilà, dans la limite de 1,8 SMIC. Alors, sachez qu'on en parle beaucoup en ce moment, des arrêts maladie, notamment parce qu'on veut faire des économies sur ce point-là. Et les 1,8 SMIC dont je vous parle, on parle de le faire descendre à 1,4 SMIC. Ce qui veut dire qu'il y aura moins de prise en charge par l'État via la CPM. Voilà. Et ensuite, il y a un complément de salaire qui est versé donc, par l'employeur et ce qu'on appelle les indemnités complémentaires. Les indemnités complémentaires, elles sont définies par le Code du travail. Donc, elles sont de l'ordre de 80% du salaire pendant 30 jours. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir les IGSS, et puis l'employeur va compenser jusqu'aux 80%. Voilà, la différence. Donc, pendant 30 jours. Et puis, ensuite, il y a une dégressivité, et ça sera 66% le deuxième mois, donc pendant également 30 jours. Alors, attention, il y a les délais de carence. Il y a un délai de carence de 3 jours pour verser les indemnités journalières de sécurité sociale. Et puis, il y a un délai de carence de 7 jours pour le complément de l'employeur. Et point aussi important, c'est que le complément de salaire employeur peut être plus long pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'en fonction de l'ancienneté du salarié, il va y avoir une augmentation de la durée. Donc, c'est 10 jours de plus de versement d'indemnité complémentaire par tranche de 5 ans d'ancienneté. Et puis, aussi plus généralement, parce que les conventions collectives, pour beaucoup, vont au-delà de ce que dit le Code du travail. Et là, on a des conventions collectives qui disent c'est plutôt 100% de maintien de salaire pendant 1 mois ou 2 mois, ou plutôt 90%, souvent en fonction du statut du salarié.
Il peut y avoir une différence entre cadre et employé, notamment. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut absolument vérifier sa convention collective qui est souvent plus favorable que ce que dit la loi et qui va fixer des pourcentages, je vous le disais, plus importants, une durée qui peut être plus longue et puis un délai de prévenance qui peut être raccourci. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ouais, il faut bien vérifier effectivement sa convention Donc ça, nationale. c'est sur le montant. Ouais. Ensuite, sur les modalités de versement, là, il y a une modalité qui est importante, c'est ce qu'on appelle la subrogation. Alors, je rappelle ce que c'est que la subrogation. L'idée, c'est d'éviter que le salarié perçoive d'une part les indemnités de la CPM et puis par ailleurs les indemnités de l'employeur, les indemnités complémentaires. Donc là, ça permet de faire en sorte que ce soit l'employeur qui s'arrange avec la CPM, donc c'est-à-dire fasse l'avance auprès du salarié et se fasse rembourser par la CPM et qu'il y ait un seul versement au salarié. Voilà, c'est ça qu'on appelle la subrogation. Alors, ce n'est pas une obligation. Beaucoup de mes clients pensent que c'est une obligation de faire la subrogation. Ça ne l'est pas. Il y a des employeurs qui ne veulent pas, ils n'ont pas à le faire. Alors attention, si vous avez commencé à le faire pour certains salariés, vous pouvez rentrer dans un mécanisme qu'on appelle d'usage. Donc ça fait que vous allez être obligé de le faire pour tous les autres, parce que sinon, ça serait une inégalité de traitement. Mais vous pouvez le refuser de le faire pour tout le monde. Ça, pas de souci. Et puis, on le voit, c'est un peu plus théorique, mais on peut voir certains salariés aussi qui ne veulent pas de la subrogation et ils sont en droit de le refuser. Voilà. Et de demander à l'employeur de ne pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et puis, je vais dire aussi un mot, des arrêts maladie qui sont plus longs. Parce que quand on a des arrêts maladie qui vont dépasser les 2-3 mois, là, on va rentrer dans un mécanisme d'indemnisation qui va être encore différent. Parce que c'est ce qu'on appelle la prévoyance qui va rentrer en ligne de compte. Donc, la prévoyance, c'est quoi? C'est une cotisation déjà qui est versée par l'employeur et le salarié tous les mois et qui permet justement de pouvoir bénéficier d'une indemnisation du salarié qui est en longue maladie. Alors, la prévoyance, ce n'est pas obligatoire légalement, mais en revanche, la quasi-totalité des conventions collectives oblige à ce que l'entreprise ait un organisme de prévoyance. Donc, ça doit être très, très majoritairement le cas pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et en revanche, une fois qu'on a dit ça, la prévoyance, elle va déterminer des conditions de prise en charge. Donc, qui peuvent être plus ou moins longues. Mais dans tous les cas, le principe à retenir, c'est que ça va faire le relais après le maintien de salaire de l'employeur. C'est la prévoyance qui va prendre en charge le salaire pendant un certain temps, qui peut aller jusqu'à plusieurs années, dans le cadre de ce qu'on appelle la garantie incapacité de travail. Voilà. Ok, très bien, super. Merci beaucoup pour cette réponse. Charlotte, tu en parlais tout à l'heure, il y a certains managers qui peuvent avoir envie un petit peu de creuser, un petit peu de vérifier, enfin qui peuvent mettre en doute aussi la parole de certains employés. Est-ce qu'on a le droit vraiment de vérifier qu'un salarié est bien malade? Oui, alors bien entendu, c'est très cadré tout ça. Déjà, il y a un premier volet qui est la sécurité sociale, c'est-à-dire que la sécurité sociale elle-même peut demander un contrôle. L'employeur peut également le faire sous condition qu'il verse le complément dont Marine parlait. Et à partir de ce moment-là, effectivement, l'employeur peut engager un médecin qui va aller faire une contre-visite aux salariés, qui peut se passer soit dans le cabinet du médecin, soit directement chez le salarié. Et suite à cette contre-visite, le médecin envoie son rapport à l'employeur et à la sécurité sociale. Si le médecin estime que cette contre-visite donne droit effectivement et légitime l'absence du salarié, auquel cas ça ne change rien et là l'employeur et la sécurité sociale continuent de verser les indemnités. Si en revanche le bilan du médecin indique que l'absence n'est pas justifiée, là l'employeur et la sécurité sociale ont le droit de se retirer de verser ces indemnités-là. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, ces contrôles-là sont très encadrés et ce n'est pas nous, en tant qu'employeurs, d'aller frapper à la porte du salarié pour savoir comment ça va. Oui, c'est sûr. Ouais. Ce que je pourrais peut-être rajouter dessus, c'est qu'effectivement, ça ne peut pas être systématique, ces contre-visites.
pour tous vos salariés qui sont en arrêt de travail, déjà parce que ce serait très mal vu en termes de marque employeur. Voilà. Parce que quand même, c'est quand même une intrusion dans la vie privée, quoi qu'il en soit. Hein, voilà. Donc, mais parfois, ça peut être nécessaire quand on a un soupçon d'arrêt de complaisance. Sachez quand même que ça a un coût. Voilà. Voilà, 100, je sais pas, je pense, moi, ce que je vois en général, c'est une bonne centaine d'euros. Ouais, 150 euros en moyenne, ouais. Voilà, c'est ça, 150 euros. Et puis, donc, pourquoi pas, mais avec parcimonie. Et quand même, il y a quelque chose qui est important aussi, parce que dans un arrêt de travail de complaisance, il y a effectivement un salarié qui peut être sanctionné par le fait de ne plus lui verser les indemnités complémentaires, soit, mais il y a aussi un médecin. Et l'employeur qui constate qu'il y a un médecin qui a tendance à donner des arrêts de travail de complaisance à outrance, eh bien, il y a une possibilité d'engager la responsabilité du médecin devant l'ordre des médecins. Voilà. Et ça, il y a peu d'employeurs, mais c'est aussi quelque chose qui peut avoir du sens pour justement faire en sorte que les arrêts maladie soient donnés à bon escient. Voilà. Ouais, très bien, hyper intéressant en effet, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui sont connectées qui doivent aussi avoir des arrêts à répétition et qui ne savent pas trop comment gérer, donc c'est hyper intéressant. Marine, justement, on parlait tout à l'heure du maintien de salaire ou non. Autre question un petit peu dans les mêmes veines, qu'en est-il des congés payés pendant cette période-là? Est-ce que la personne en arrêt continue à les cumuler? Est-ce que voilà, ça peut être transformé dans d'autres choses? Comment ça se passe? Oui, alors c'est une question d'actualité. C'est un peu la question qui nous a beaucoup occupés depuis l'automne 2023, parce qu'il y a une directive européenne qui a fait pression sur la France pour qu'on ait nous-mêmes une loi qui encadrait mieux que ce qui était le cas jusque-là, sur justement l'acquisition de congés payés en cas de maladie. Donc, avant, quand on était malade, eh bien, alors, sauf maladie professionnelle, voilà, accident du travail, maladie professionnelle, il n'y avait pas d'acquisition de congés payés. Le contrat a été suspendu, donc c'était zéro. Voilà. Et donc, depuis avril 2024, la situation est bien différente. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a des complexités dans les textes. Donc, on vous a mis un petit livre blanc dans le chat pour que vous puissiez avoir des infographies bien faites qui vous expliquent dans le détail ces règles. Et moi, je vais vous rappeler les quelques grands principes qui sont importants si vous êtes passé à côté. Un, sur l'acquisition. Donc, l'acquisition normale, vous le savez, pour un salarié qui travaille ou pour certaines absences qui sont du temps de travail effectif, comme accident du travail, congé maternité, etc., c'est 2,5 jours ouvrables par mois. Et là, pour les arrêts maladie, on est sur une acquisition de 2 jours ouvrables par mois. Voilà. Ça fait 4 semaines par an. Alors, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'il faut maintenant, pour les entreprises, avoir 2 compteurs de congés payés. Un compteur classique avec 2,5 tous les mois, et puis quand il y a maladie, les 2 jours qui viennent s'accumuler. Voilà. Donc ça, c'est important, et c'est vrai que c'est une vraie révolution administrative pour les entreprises. L'autre règle importante, c'est aussi sur la prise des congés payés, parce qu'un salarié qui est en arrêt maladie, quand l'arrêt maladie dure, c'est un salarié qui ne peut pas prendre ses congés payés. Voilà. Et jusqu'il y a quelques mois, on n'était pas très, très clair sur la possibilité pour le salarié de reporter ses congés payés et pendant combien de temps, surtout, après son retour d'arrêt maladie. Maintenant, c'est super clair. Le texte nous dit qu'il y a un report de 15 mois à partir du retour du salarié ou à partir du retour du salarié, ou plutôt de l'information, je vais vous en parler juste après, qui est donnée au salarié à son retour d'arrêt maladie sur le nombre de congés payés total qu'il a acquis et sur le délai de 15 mois qu'il a pour le prendre. Voilà. Et donc ça, c'est super important de l'avoir en tête parce que ça va permettre au salarié de pouvoir tranquillement prendre ses congés après. Je parle des congés qu'il a acquis pendant l'arrêt maladie, donc, mais aussi de ceux qu'il avait acquis avant et qu'il n'a pas eu le temps de prendre étant en congé maladie. Voilà. Et puis enfin, je viens de vous en parler, mais je dis un mot d'une information qui est obligatoire maintenant, qui doit être donnée au retour du salarié d'arrêt maladie alors, dans les 30 jours de son retour, sur combien de congés payés il a acquis pendant son arrêt maladie et quel délai de prise, justement, de ces congés payés. Et alors ça, le texte ne nous dit pas qu'il faut une durée d'arrêt maladie minimale. Donc, globalement, aujourd'hui, on en a encore un arrêt maladie de 3 jours. Je devrais donner cette information au retour. Alors,
Il peut y avoir des courriers qui sont faits et certaines entreprises ont industrialisé ce type de courrier, donc on vous en propose dans le livre blanc. Maintenant, il y a aussi les gestionnaires de paye qui peuvent permettre de bien le faire, voilà, de manière quasi automatique. Ok, très bien, super. Et alors là, on a parlé de l'avant congé maladie, du pendant. Là, on va finir sur l'après, évidemment. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Marine, à partir du moment où le salarié reprend, comment ça se prépare cette reprise? Comment concrètement, c'est quoi les étapes de reprise du salarié? Alors, je dirais que plus la maladie est longue, plus la reprise est délicate. Parce que bon, un arrêt de travail de quelques jours, il y a évidemment la question de comment est-ce qu'on gère pendant son absence et comment est-ce que les collègues prennent la charge de travail et comment est-ce qu'on fait la transition avec le retour du salarié qui doit donc reprendre ses fonctions et que ça ne crée pas pour lui une trop grosse charge de travail à ce moment quand même. Donc ça, c'est important. Sinon, pour moi, le mot-clé, c'est l'anticipation. L'anticipation au-delà du juridique sur la formation des collègues, sur quand est-ce que le salarié va reprendre, réouvrir les accès si on les a fermés, parce qu'on a la capacité de fermer des accès informatiques pendant les arrêts maladie du salarié. Si on lui a repris son ordinateur, faire en sorte de leur donner. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis après, c'est l'organisation des conditions de retour. Donc, un point important, c'est que le salarié doit reprendre son poste à l'identique, en fait, et ce, quelle que soit la durée de son absence. Et ce n'est pas toujours évident, parce que quand un salarié était absent pendant 1 an et demi, 2 ans, l'entreprise, elle a évolué. Et pourtant, ça reste une obligation. Reprendre son poste à l'identique, s'il y a une modification qui est faite à son contrat de travail, il faudra absolument l'accord du salarié. Sinon, ça serait vu comme une mesure discriminatoire. Voilà. Et ça pourrait vous être reproché dans le cadre d'un salarié qui pourrait, par exemple, prendre acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. Voilà. Donc, ce n'est pas, quand même pas à prendre à la légère. L'autre point important, c'est l'organisation d'une visite de reprise avec le médecin du travail. Ça, c'est pour tous les arrêts de travail de plus de 60 jours. Alors, ça a augmenté parce qu'il y a quelques années, c'était 30 jours. Et maintenant, vu qu'on a des médecines du travail qui ne sont pas super étoffées, voilà, et qui ont beaucoup, beaucoup de travail, eh bien, on a décidé qu'il y ait moins de visites de reprise. Donc, mais en revanche, c'est absolument impératif, cette visite de reprise. Et c'est impératif de l'anticiper. Voilà. L'objectif de la visite de reprise, c'est de vérifier si le poste que va reprendre le salarié il est compatible avec son état de santé. Voilà. Donc, c'est ça que va relever le médecin du travail. Et c'est impératif. Pourquoi? De l'anticiper, parce que les médecines du travail étant débordées, elles ne vont pas pouvoir vous faire prendre de rendez-vous de jour au lendemain. Voilà. Moi, je l'ai vu encore dans un dossier récemment où le retour s'est mal passé parce que justement, l'entreprise avait un petit peu oublié de faire la visite de reprise. Donc, le salarié revient et le jour de son retour, on se rend compte qu'il ne l'a pas fait. Il y a un délai de 8 jours légal pour pouvoir organiser la visite de reprise, mais du travail, il n'y avait pas de date disponible avant 15 jours. Qu'est-ce qu'on fait pendant 15 jours? Donc là, la cliente avait décidé de le mettre en télétravail parce qu'il pouvait. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les métiers. Mais salarié en télétravail, l'a extrêmement mal pris parce qu'il s'est senti complètement mis au placard et ça s'est fini en rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. Bon, c'est pas encore jugé, donc on verra. On a des arguments aussi, mais tout ça est parti quand même d'une visite de reprise qui a été mal anticipée. Voilà. Donc un petit coup de fil à la médecine du travail bien en amont et l'employeur ne peut pas ne pas le savoir, puisqu'il a les dates d'arrêt maladie. Voilà. Alors, ce qui n'est pas simple, c'est quand on a un arrêt maladie qui se prolonge éternellement, parce qu'on n'est jamais sûr que ce soit le dernier. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Mais quitte à prendre le rendez-vous avec le médecin du travail et puis l'annuler, c'est toujours mieux que de réaliser trop tard que la visite de reprise n'a pas été fixée, voilà, avec la médecine du travail. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est sûr. Et toi, Charlotte, alors Marine a donné plein effectivement de cas pour cette reprise. Est-ce que toi, tu as d'autres bonnes pratiques un petit peu pour cette reprise, pour le salarié et le gérant manager? Oui, effectivement, c'est ce que Marine disait. Ce rendez-vous-là, il est vraiment fait. Je
précise aussi que c'est valable pour les congés maternité, pardon, sur les retours de congés mat. Ce rendez-vous-là, il a vraiment pour vocation de vérifier déjà que le salarié soit apte à reprendre le travail, de vérifier que le poste de travail soit adapté à l'état de santé du salarié, et voir effectivement tout l'aménagement qui peut être fait. À ce moment-là, le médecin du travail, du coup, préconise des aménagements. Ça peut être n'importe quoi sur des métiers de bureau, d'avoir une souris ergonomique, un fauteuil un peu plus confortable, sur des métiers un peu plus opérationnels, d'avoir... moi, j'ai bossé avec des mécaniciens, d'avoir justement des sièges plus adaptés à la posture des mécaniciens au quotidien. Donc, il y a toute cette partie-là. Et il y a aussi, et ça, j'en ai vu quelques-uns, des reprises avec mi-temps thérapeutique, où ça, pour le coup, c'est uniquement le médecin traitant du salarié qui peut juger de ça. Donc, c'est à prendre en compte aussi. Bien entendu, on ne peut pas le refuser. Mais oui, il y a vraiment cet aménagement qui est préconisé par la médecine du travail suite à cette reprise. Et ça, nous, en tant qu'employeur, on a juste à suivre les recommandations qui sont données par la médecine du travail. Et il ne faut pas oublier aussi ce mi-temps thérapeutique sur des inaptitudes qui peuvent être un peu plus compliquées, qui peut être mise en place par le médecin traitant du salarié directement. Ok, très bien. Et alors, sujet aussi un petit peu délicat pour toi, Marine. On parlait aussi de rupture de contrat. Dans quel cas il est impossible de lancer une rupture de contrat de travail pendant l'arrêt maladie? Alors, globalement, effectivement, le salarié en maladie, il est protégé. Ouais. Il est protégé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rompre son contrat, dans tous les cas, en raison de son état de santé. La maladie, le handicap, ça, c'est une mesure qu'on appelle discriminatoire et ça peut aller très loin parce que si on rompt le contrat du salarié en raison justement de sa maladie, eh bien, le licenciement est nul et ça peut aller jusqu'à la réintégration du salarié des années après et le paiement de tous les salaires jusqu'à la date de l'intégration. Ça peut coûter 3 ans de salaire, en fait. Et je l'ai déjà vu. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais une fois qu'on a dit ça, donc là-dessus, globalement, juste rajouter que, encore une fois, il y a la maladie classique. Voilà. Et puis, il y a des cas, accident du travail, où la protection est supérieure encore, parce que là, on va être hyper limité dans les cas de rupture. On ne pourra rompre le contrat de travail que pour faute grave. Voilà. Et puis, on a encore plus en niveau de protection. On a le salarié, la salariée en congé maternité pendant la période d'arrêt de congé maternité. Il y a une interdiction absolue de licencier. Donc là, il y a genre 0 motif possible. Voilà. Donc, on a quand même une gradation dans la protection, on va dire. Mais voilà, ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est qu'on ne licencie pas le salarié en raison de sa maladie, avec des cas quand même d'exception, parce que sinon ce serait trop simple. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur 2 points. Comment est-ce qu'on peut rompre quand même le contrat de travail d'un salarié malade? On peut le faire pour d'autres cas que la maladie. Par exemple, on peut rompre une période d'essai d'un salarié malade, ce qu'il faut aussi savoir parce qu'il serait incompétent, voilà, pas en raison de sa maladie. Oui, c'est ça, il faut le justifier tout de même. On ne peut pas rompre une période d'essai juste comme ça. Ouais. Voilà. Et en revanche, s'il y a un contentieux, il va falloir garder un élément qui permet de prouver que ce n'est pas parce qu'il était malade, mais que c'était pour autre chose. Voilà. Point aussi important, c'est que les périodes d'absence, et les arrêts de maladie en font partie, vont reporter la durée de la période d'essai. Donc, plutôt que de se précipiter à rompre la période d'essai d'un salarié, on peut aussi, et c'est parfois plus élégant, attendre son retour en se disant on verra à son retour et tranquillement, de toute façon, la période d'essai va continuer. Voilà. Donc, quand même. Après, on peut aussi, pour des raisons qui sont antérieures à l'arrêt maladie, licencier. J'ai un salarié qui a fait une faute, je peux licencier pour faute grave en raison des faits qui sont antérieurs à l'arrêt maladie. Ça, c'est possible. Voilà. Je peux aussi faire une rupture conventionnelle pendant l'arrêt maladie. Ça, c'est validé. Voilà. Après, je reviens quand même sur des ruptures qui sont aussi possibles quand le salarié est malade
et en raison de son état de santé. Mais là, on est sur des cas mais hyper stricts. Il y en a deux, en fait. Le premier, c'est le licenciement pour inaptitude. Là, ce n'est pas l'employeur qui va être à l'origine de cette décision, c'est le médecin du travail. Donc, c'est le cas d'un salarié qui est en arrêt maladie pour, souvent, c'est quand même plusieurs mois. Hein, voilà. Et au moment de son retour, comme le disait Charlotte, le médecin du travail donne un avis d'aptitude ou parfois d'inaptitude. Voilà. Et quand il donne cet avis d'inaptitude, l'employeur est informé immédiatement et doit, lui, mettre en œuvre une procédure de licenciement pour inaptitude. Voilà. Donc, il y a des règles à respecter. Il va falloir que l'employeur, notamment, essaie de reclasser le salarié en interne sur d'autres postes qui sont compatibles. Mais in fine, on arrive quand même, dans un certain nombre de cas, à un licenciement pour inaptitude qui est complètement lié à l'état de santé du salarié. Et encore une fois, c'est pas une démission quand on est inapte, c'est vraiment c'est lié à un licenciement ensuite. Les licenciements à la clé. Voilà. Le deuxième cas où une rupture à l'initiative de l'employeur est possible en raison de la maladie du salarié, c'est un licenciement pour absence, et attention, tous les mots sont importants. Première condition, des absences prolongées ou répétées. Donc, encore une fois, on n'est pas sur une semaine ou deux, beaucoup plus, plusieurs mois, qui désorganise l'entreprise. Donc, il faut que l'employeur puisse prouver que l'entreprise est désorganisée du fait de l'absence du salarié et qui rendent nécessaire son remplacement définitif. Voilà. 3 conditions qui peuvent mener à un licenciement, voilà, pour motif personnel, donc, et qui serait justifié. Encore une fois, en respectant toutes ces conditions. Et avec une exception, c'est qu'on a des conventions collectives, et ça, il faut faire hyper attention, parce que parfois, des employeurs qui ne connaissent pas justement l'environnement juridique ont tendance à l'oublier, c'est qu'on peut avoir des garanties d'emploi dans les conventions collectives qui interdisent de licencier le salarié pour justement ce motif d'absence prolongée répétée. Et ça, il faut évidemment tenir compte et qui interdisent pendant un certain temps. Mais moi, j'ai vu des conventions collectives, ça peut aller jusqu'à 6 mois, 9 mois. Et pour justement ce webinaire, j'avais noté quelques conventions collectives qui le prévoyaient, et je ne trouve plus mes notes, mais c'est grave, je l'ai de tête. Voilà. Propreté, métallurgie, fleuriste, formation, publicité, assurance. Bon, voilà, il y en a pas mal. Et encore, je ne suis pas allée regarder les 400 conventions collectives. Donc ça vaut le coup parce que vraiment, ça peut être à la clé une grosse condamnation pour l'employeur s'il n'a pas vérifié s'il y avait une garantie d'emploi. Ok, très bien. Hyper clair. On a une question de Pierre-Henri. On y a déjà répondu d'une certaine façon. Peut-on contacter une personne en arrêt maladie prolongée, donc j'imagine qu'il dure, comme tu disais, dans le temps, pour s'organiser s'il ne communique pas du tout sur son état? Parce que comme tu disais Marine, il y a des arrêts maladie qui sont peut-être de 15 jours, mais qui se répètent à l'infini. Charlotte nous disait tout à l'heure que voilà, vous ne pouvez pas forcer non plus le contact. Comment vous avez des pistes, ça, pour s'organiser en interne, pour essayer d'y voir un peu plus clair ou pas? Alors déjà, oui, effectivement, on ne peut pas forcer le contact. Le seul cas où on pourrait un peu forcer le contact, ça pourrait être une faute du salarié, c'est si, par exemple, il était titulaire d'un mot de passe et qu'il en était le seul détenteur, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, c'est une mauvaise foi de sa part en ne fournissant pas l'information ou qu'il avait une information sur un dossier hyper stratégique qui ne pouvait pas être récupéré en interne et qui pouvait donc, par exemple, perdre un gros client, etc. Donc ça, voilà. C'est les cas où on peut être, disons, un petit peu plus dur dans l'approche. Sinon, non, on ne peut pas l'obliger. En revanche, une fois qu'on dit qu'on ne peut pas l'obliger, on peut prendre des nouvelles régulièrement. Et là, souvent, je vois que c'est une question d'interlocuteur qui est bien choisi. Voilà. Parfois, ça peut être un collègue avec lequel c'est plus simple d'échanger. Voilà. Parfois, c'est la RH, parfois, ça peut être le manager. Donc ça, c'est à voir. Mais aussi peut-être déterminer en interne l'interlocuteur qui sera le plus à même de récupérer une information qui pourrait être pertinente. Et effectivement, il y a une vraie relation de confiance aussi qui se crée. Et c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est qu'un salarié qui est dans un environnement de travail qui est sain, avec des personnes saines autour de lui, ce sera tout de suite beaucoup plus simple de s'organiser et aura aussi plus de facilité à
sans forcément partager les informations confidentielles sur tout ce qui est secret médical, etc. Mais sera peut-être plus apte à dire oui, bon, bah, effectivement, je reviens dans 15 jours, on y go, ou à contrario, ben non, je me sens toujours pas bien, ma reprise est dans 2 jours, je vais aller chez le médecin parce que c'est toujours compliqué. Donc, il y a une vraie relation de confiance aussi à créer avec eux, et l'interlocuteur, bien sûr, et à bien prendre en compte, mais qu'importe l'interlocuteur, cette relation-là, c'est important de la créer aussi, quoi. On a également une autre question, alors ouais, qui est un petit peu peut-être particulière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais on a Jamila qui nous demande: que faire si mon salarié me fournit un faux arrêt de travail? Est-ce que vous avez déjà eu le cas? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un faux arrêt de travail? Donc, on peut le voir, hein, mais, et ça peut arriver, mais il faut plutôt être sûr de son coup. Et après, ben, un faux arrêt de travail, c'est un faux, hein, faut porter plainte. Et puis, il faut faire la contre-visite. Parce que si on pose que c'est un faux arrêt de travail, globalement, ça veut dire que l'arrêt n'est pas justifié. Donc, là, c'est un cas où il faut engager une contre-visite, clairement. C'est sûr. Alors, pour le coup, j'ai jamais eu le cas, mais j'ose imaginer que la sécurité sociale s'en rendra compte aussi, parce que l'arrêt maladie est transmis aussi à la sécurité sociale. Donc, il faut aussi pas hésiter à se rapprocher d'eux pour en parler. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un médecin contrôleur à la sécurité sociale alors, il y en a peu qui le font évidemment pas systématiquement, et c'est même relativement rare, mais ils le font notamment sur information de l'employeur qui aurait une suspicion d'arrêt de travail faux. Et là, le médecin contrôleur de la sécurité sociale irait également faire une visite qui serait pour le salarié un manque à gagner extrême, parce qu'il ne toucherait plus rien dans la maladie. Voilà. On a également une question d'Aurélie qui nous dit donc est-ce qu'on doit attendre le retour du salarié et ou son licenciement pour le remplacer? J'imagine qu'elle parle également de ce dont tu parlais, Marine, tout à l'heure, c'est-à-dire quand un salarié revient, une salariée revient, on ne peut pas la défaire de ses missions, enfin voilà, ou alors adapter le poste. Comment ça se passe effectivement quand les affaires doivent tourner, entre guillemets, et qu'il faut bien que la boîte continue à tourner? Comment on fait pour la remplacer? Puis, le début de la question, c'est, pardon? Et doit-on attendre le retour du salarié et ou son licenciement pour le remplacer? Alors, dans le cas du licenciement dont je parlais tout à l'heure, il faut quasiment avoir déjà remplacé le salarié, en fait. Voilà. Parce qu'on doit être dans un remplacement définitif. Donc, il faut que le remplacement soit vraiment imminent ou déjà mis en place pour que ça puisse fonctionner. Oui. Ok, très bien. Super, on arrive à la fin de ce webinaire, on a un petit peu dépassé, je suis désolée. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir posé vos questions dans le chat. J'espère qu'on vous a aiguillé. En tout cas, ce qui est à retenir un petit peu de tout ce qu'on s'est dit, c'est que essayez de vous renseigner un maximum avec vos conventions collectives. Faites-vous évidemment accompagner aussi par des personnes, par les bonnes personnes, par des personnes compétentes, parce que tout ça, ça peut vous coûter très cher et au sein de votre organisation et financièrement et légalement. Enfin bref, c'est vraiment un sujet qui est très particulier. Merci à tous en tout cas encore une fois. Vous allez tous avoir accès au replay juste après l'arrêt de ce webinaire et vous allez recevoir également un mail avec le replay. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt. Merci encore 1000 fois Marine et Charlotte. C'était super d'animer ce webinaire avec vous deux. Et voilà, merci à tous et à toutes et bonne journée. Avec plaisir. Au revoir tout le monde.